Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'en ai fait 3 qui n'étaient pas mauvaises du tout. Je vais vous en parler tout de suite maintenant. Pour vous dire, là, on va avoir le qu'as-tu lu de la semaine. C'est ma dernière semaine avant les vacances et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous refaire 2 vidéos. Je ne sais pas s'il y aura un qu'as-tu lu la semaine prochaine. J'ai envie de vous dire, ce sera la surprise. Mais voilà, s'il n'y en a pas, vous inquiétez pas. Et c'est sûr que la semaine du 19 au 26 août, il n'y aura pas de vidéo. Ça, c'est certain. Donc, soit vous avez une vidéo la semaine prochaine, le 14 ou le 15. Soit la prochaine vidéo sera le 28 août. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. En même temps, ça va pas non plus vous changer la face du... Ça va pas non plus vous traumatiser plus que ça. Mais voilà, je préférais quand même vous prévenir. Alors, j'ai lu On était des loups de Sandrine Colette, publié aux éditions J.C. Lattès. Alors, je l'ai lu moitié sur ma liseuse et écouté moitié en audio. Si vous avez l'occasion de lire, d'écouter, de tomber sur la version audio, je vous conseille vraiment d'écouter la version audio de ce roman. Roman qui est très court. Il fait, il fait à peu près 3 heures d'écoute. Moi, je l'ai écouté en 2 fois et je l'ai lu quelques pages sur ma liseuse. Mais je l'ai quand même principalement lu, écouté en audio. Je l'ai écouté en 2 soirées. Et franchement, la voix du narrateur, c'est un comédien de la comédie française. C'est absolument... la voix enveloppe le récit et le porte de façon magistrale. Donc dans ce roman, On était des loups, on fait la connaissance de Liam, qui est un homme sauvage, un homme qu'on pourrait... somme toute qualifié d'un peu rustre. Il vit dans les bois, il vit de manière complètement sauvage et son plaisir c'est d'aller chasser. C'est d'aller dans les bois, de chasser les ours, enfin de chasser tout ce qui peut être chassé d'ailleurs, tout en respectant la nature. Et un jour il rencontre une femme qui va devenir sa femme. Et voilà, il pensait pas un jour tomber amoureux, fonder et encore moins fonder une famille, car quand elle manifeste son désir d'enfant, lui n'est pas hyper emballé par la chose. Néanmoins, quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, et ben voilà, on va pas dire qu'il est devant le fait accompli, mais il prend un peu tout ça pour argent comptant, et du coup, voilà, l'enfant est là, et il naît, et il aime cet enfant, on va pas dire le contraire, il aime cet enfant, bien que ce soit sa maman qui s'en occupe quasiment H24, mais voilà, quand il revient de la chasse, quand il revient à la maison, son petit bonheur, c'est de voir son petit bonhomme lui sauter au cou, et l'appeler papa, papa. Et un jour, en revenant d'une chasse, l'impensable a eu lieu. Leur maison, leur cabane a été attaquée par un ours et ils découvrent le corps ensanglanté de sa femme, qu'ils la retrouvent morte. Et une immense inquiétude l'étreint car il ne voit absolument pas trace de son petit garçon. Donc il le cherche, il l'appelle et... il l'entend et sa voix se situe sous le corps de sa maman. En fait, sa femme a protégé leur enfant de son corps. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux. Et bien évidemment, Liam ne se sent pas capable de s'occuper de ce petit garçon. Et il décide de le confier à des personnes... à des personnes qui prendront soin de cet enfant. Et du coup, ils partent tous les deux à dos de cheval vers un espèce de voyage initiatique. Et pendant ce voyage,
ils vont apprendre à se connaître, parce que malgré tout, ce père et cet enfant ne se connaissent pas tant que ça. Liam, il est étreint par différents sentiments, la colère, il est très en colère, et évidemment, la seule personne, il dirige sa colère vers cet enfant qui n'y est pour rien, bien évidemment. Donc, le début de la cohabitation est extrêmement difficile, mais cet enfant, c'est tout ce qui lui reste de sa femme, de cet amour perdu. Et cet enfant, Haru, il s'appelle Haru, il aime son papa, et tous les deux, ils vont apprendre à se connaître. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la petite touche de La Route de Cormac McCarthy, l'amour profond de ce père et de cet enfant qui voyagent sur les routes. Et là, on est à peu près dans c'est à peu près le même cas, alors bien que l'histoire soit complètement différente, mais on a une petite touche de Cormac McCarthy, et on a cette histoire touchante de ce papa qui va devoir accepter pleinement ce rôle de papa, bien qu'il n'y ait été jamais préparé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, La Plume de Sandrine Collet. Elle a commencé par des thrillers et des romans noirs, mais dans ces romans de littérature blanche, elle a un petit côté Franck Bouis, un petit côté terroir, un petit côté nature. Et elle arrive quand même à écrire des histoires sombres, des histoires très sombres, avec des histoires peu ou prou ordinaires, et je trouve ça quand même extrêmement intéressant, extrêmement fort, comme quoi il n'y a pas besoin vraiment d'écrire des thrillers pour avoir une histoire très sombre et très glauque. En tout cas, je vous conseille vivement la lecture de ce roman, la lecture papier, bien que je vous conseille un peu plus la version audio de ce roman. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Caro de la chaîne Caro Livre et Bookcook 15 sur Instagram, Les Profondeurs de Vénus de Derek Kunsken aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc, vous voyez, c'est une belle pavasse. J'ai eu ce roman en service presse, non rémunéré, bien sûr, parce que, voilà, je l'avais demandé parce que j'avais complètement craqué sur la couverture absolument sublime de ce roman. De Derek Kunsken, j'avais lu Le Magicien Quantique, que j'avais beaucoup aimé, et ici, on va partir sur Vénus. On va partir sur Vénus en l'an de grâce 2000 et des brouettes. On ne sait pas, bref, on ne sait pas en quelle année on est, mais en tout cas, on est sur Vénus. Alors, les conditions de vie sur la planète sont absolument exécrables. Une immense pression et une température à 460 degrés Celsius. Autant vous dire que là-bas, c'est une méga canicule. H24. Et en altitude, on a une atmosphère essentiellement composée de nuages d'acide sulfurique. Donc autant vous dire que c'est pas hyper respirable. Et on apprend que Vénus a été colonisée par plusieurs familles venant du Québec, de notre Québec à nous, hein, sur notre bonne vieille planète Terre. Et on a plusieurs familles, une centaine, qui sont arrivées du Québec pour coloniser Vénus. Et voilà, ces familles luttent pour leur survie sur cette planète dans des conditions extrêmement précaires de survie. Il y en a qui vivent dans les profondeurs de Vénus et essayent tant bien que mal de survivre. Et certains vivent de manière un peu plus privilégiée. Et c'est un gouvernement, et ce fameux gouvernement, les membres du gouvernement vivent dans des conditions un peu plus privilégiées. Et on a une famille qui vit en marge de tout ce petit monde. Il s'agit des D'aquilons. Au début, on ne sait pas pourquoi ils vivent en marge de ces familles et du gouvernement, mais au fur et à mesure du récit, on apprend les raisons pour lesquelles cette famille s'est mise en marge. Et cette famille, les D'aquilons, vont faire une découverte
capitale pour la future survie sur Vénus. Et ils vont décider de garder cette découverte pour eux, et sans en parler ni au gouvernement ni aux banques qui régissent le système politique sur Vénus. Et ils vont tout faire pour exploiter cette découverte et se sortir un petit peu de la mouise, on doit le dire les choses comme elles sont, et tenter de vivre une vie un peu meilleure. Alors, je tiens quand même à préciser que ce roman, il est passionnant, mais il est d'une appropriation un peu délicate. Car le monde qui nous est décrit dans ce roman, il est extrêmement complexe. J'avoue que, et on a ressenti à peu près la même chose avec les filles, c'est il y a des termes, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup de choses qui nous sont décrites dans ce roman qu'on a un petit peu de mal à visualiser. Et donc du coup, ce qui fait que l'appropriation de l'histoire et du roman est un peu complexe au début. Moi, pour ma part, j'ai eu du mal avec les prénoms des personnages. J'avoue qu'au tout début, j'en ai confondu certains. Ah bah tiens, lui, ah bah non, c'est pas lui, c'est un autre. Bref, il y a des prénoms composés, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Mais bon, ça a duré une dizaine de pages et après, j'ai raccroché le wagon et tout s'est bien passé. Et au-delà dans ce roman, au-delà de la conquête d'une planète un peu inconnue du système solaire, on sait très peu de choses sur Vénus, au-delà de tout l'aspect scientifique, de tout l'aspect politique décrit là-dedans, on suit cette famille, les d'Aquilon. Et franchement, on ne peut que se prendre d'affection pour ces gens, pour Georges-Étienne, pour Pascal, pour Jean-Eudes, pour Alexis, pour Marthe, pour Émile. Et tous ceux que l'on va côtoyer en marge de cette famille, franchement, oui, j'ai eu un beau coup de cœur pour cette famille, les relations entre membres de cette famille. Alors comme dans toute famille, hein, y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Qui ne peuvent pas être pardonnés, ce qui génère beaucoup de conflits dans cette famille. Il y a eu des morts dans cette famille, des morts dont les fantômes hantent encore l'esprit et l'habitat de ces familles. Mais malgré tout, ils ont cette rage, ils ont cette énorme volonté de survivre, de vouloir survivre et de vouloir faire la nique quand même au gouvernement de Vénus. Afin de leur faire un peu payer leur situation. Et voilà, je vous dis pas comment ils en sont arrivés là, je vous laisse le découvrir dans ce roman. Mais voilà, c'est un roman qui est très riche de détails techniques, de détails scientifiques. Mais voilà, on suit quand même l'histoire de cette famille, c'est d'Aquilon. Et la fin m'a brisé le cœur. La fin de ce tome 1 m'a brisé le cœur, car c'est une duologie. Et franchement, voilà, ça m'a brisé le cœur. J'ai trouvé cette fin extrêmement émouvante, extrêmement touchante. Et j'aimerais vraiment que ça se termine pas comme ça, qu'il y ait d'autres rebondissements dans le tome 2, qui je suis sûre sera à l'auteur de mes attentes. Je connais la plume de Derek Kensken et je suis sûre qu'il saura élaborer une suite d'intrigues tout comme il faut. Mais voilà, j'ai eu vraiment un beau coup de cœur pour cette famille d'Aquilon. Et je crois que voilà, mon personnage préféré sera Jean-Eudes, ce grand bonhomme avec un esprit d'enfant. Il est extrêmement touchant, extrêmement drôle, extrêmement bienveillant. Il a le cœur sur la main, ce garçon. Et voilà, je ne peux que vous recommander ce roman si vous aimez les histoires de famille. Matinée de SF. Ensuite, j'ai lu un autre roman qui est tout à fait de circonstance. Parce que j'avoue que quand j'ai commencé la lecture, j'étais dans un mood un peu dans le même mood que le personnage principal de ce roman.
Et j'avoue que j'ai beaucoup ri, alors que le roman ne se prête pas du tout à la rigolade, mais j'avoue que c'était parfaitement de circonstance. Il s'agit des Meurtres zen, le tome 1, Les meurtres qui font du bien, de Karsten Duss, publié aux éditions du Cherche Midi. Alors, dans ce roman, on va faire la connaissance de Björn, qui est un avocat surmené. Il est extrêmement stressé dans son travail, dans sa vie de famille. Il travaille beaucoup, il fait beaucoup d'heures, il est tout le temps sollicité par son cabinet et par ses clients. Car on va très vite apprendre qu'il défend son principal client est quand même un mafieux. Hein, donc on peut supposer qu'il a une activité criminelle assez conséquente. Et sa femme lui reproche de ne pas passer assez de temps avec sa famille et de ne pas voir leur petite fille, de ne pas passer assez de temps avec sa fille. Donc, elle lui pose un ultimatum et elle lui dit d'aller voir un psychiatre pour essayer d'avoir une thérapie et de se déstresser. Donc, il va donc voir... Alors, comment qu'il s'appelle ce brave homme ? Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Ah, oui, c'est vrai. Ça vient, hein. Ne paniquez pas. On va dire que c'est l'instant pub. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc, il va aller voir Joschka Brettner, qui est un thérapeute, on va dire, un thérapeute d'un genre un peu spécial, car il va apprendre à Björn à pratiquer la pleine conscience. Et dans chaque chapitre, il va lui apprendre des préceptes de la pleine conscience, et ce qui va amener Björn à perpétrer un meurtre qui va lui faire énormément de bien, mais qui va l'entraîner dans une spirale où il va falloir qu'il se dépêche de situations un petit peu compliquées. Et j'avoue que j'ai beaucoup ri, parce que j'avoue que au niveau professionnel, en ce moment, c'est pour la joie. Et j'avoue que les meurtres qui font du bien, eh bien, j'avoue que moi, ça me ferait du bien aussi. Donc, je me suis beaucoup... Alors, je ne veux pas dire que je me suis que je me suis complètement identifiée à la situation de Björn, bien au contraire, parce que, je vous rassure, je ne passerai pas à l'acte, mais on sent... voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie vis-à-vis de Björn, parce que je comprenais un petit peu sa situation. Donc, voilà, au début, il n'était pas extrêmement convaincu de cette thérapie. Il l'avait plus accepté pour faire plaisir à sa femme. Et puis, petit à petit, Joschka Brettner a quand même su toucher quelques points sensibles de Björn et a su percer la carapace de Björn pour pouvoir lui faire entrevoir les bienfaits de cette pleine conscience. Donc oui, effectivement, il y a un peu de développement personnel dans ce roman, mais ce n'est pas le principal, ce n'est pas le cœur du sujet, hein, c'est quand même un thriller avec des meurtres. Et quelqu'un qui essaye de se dépatouiller de ces meurtres, autant que faire se peut. J'avoue que c'était un thriller assez divertissant. Très divertissant, parce que j'avoue qu'il y a certaines situations qui m'ont beaucoup fait rire, des situations qui m'ont moins fait rire. J'avoue que la femme de Björn est un peu, on va dire, chiante. Parce qu'elle, elle veut le beurre, l'argent du beurre, le crémier, le laitier, elle veut tout, hein, mais bon, sans trop se casser la tête. Et là, j'avoue que la petite fille de Björn, elle est fraîche, elle est mignonne comme tout. Et elle apporte sa pierre à l'édifice aussi, j'avoue. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était très très divertissant. Ça a fait parfaitement le job. Je pense que je lirai le tome 2 à l'occasion. Voilà, si j'ai envie d'un thriller un peu
Alors, ça fait un peu bizarre de dire un thriller divertissant. Mais voilà, si vous n'aimez pas trop le sanglant, si vous n'aimez pas les tripes et les boyaux, voilà, avec un bon petit thriller, une bonne petite intrigue, franchement, je vous conseille les meurtres zen, les meurtres qui font du bien. Franchement, je pense que ça pourrait vous intéresser, ça pourrait parfaitement faire le job au bord de la piscine, en vacances ou pas. Alors, si vous n'êtes pas en vacances, ça peut très bien le faire aussi. Voilà, si vos collègues de travail vous enquiquinent et vous énervent, lisez ce roman, ça pourra peut-être vous donner des idées, ou bien vous donner les idées d'appliquer ces préceptes de pleine conscience et essayer de vous déstresser de cette manière. J'avoue que je vais peut-être en suivre quelques-uns sans aller jusqu'au meurtre, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très bonne journée et très belle lecture à vous. Ciao!